à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui avec Gilbert Cottinet. Bonjour monsieur. Bonjour. Gilbert Cottinet, vous êtes ancien ingénieur d'affaires et vous racontez dans l'ouvrage dont on va parler dans un instant les aventures d'un ami à vous qui s'appelle Thierry Letellier. Thierry Letellier étant un pseudonyme. Et cette histoire s'appelle « Espion malgré lui, la France-Afrique, l'attentat du Petit Clamart, le Front National ». Ouh là là, je viens de dire un gros mot. On va évoquer tout ça avec vous, Gilbert Cottinet. Alors, les aventures de cet ami, Thierry Letellier, oui. C'est un pseudo, je le répète. Oui. Donc, emmène le lecteur, tout d'abord, dès le début du livre, au centre de l'Afrique. Le récit commence dans les années 70. Thierry Letellier est employé pour une société de télécom qui le charge d'aller au Gabon pour travailler à l'organisation d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. Et on va le charger de remettre une valise au président Omar Bongo, le président du Gabon. Alors, rien que ça. Tout ce qui est raconté dans votre ouvrage, je le précise à nos téléspectateurs, est vrai. Ah, tout est Alors, exact. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire avec Omar Bongo, bien sûr. La valise? Oui, c'est effectivement la première chose qui est la plus extraordinaire dans cette épopée, qui est réelle. Je tiens à dire et à préciser après vous que tout est vrai dans ce livre. Les situations, les dates, les noms des personnes sont exacts. Tout est exact, de la première ligne à la dernière ligne. Rien n'a été inventé. Ce n'est pas un roman. C'est une chronique d'une partie de vie qui est hors du commun, voilà, et qu'a vécu Thierry Letellier, dont je raconte cette histoire. Et effectivement, il a été envoyé à Libreville parce qu'il était chargé de voir comment évoluait l'affaire pour laquelle il avait à traiter. C'était la construction de l'hôtel Sheraton à Libreville. Bon, parce que quand on fait l'OUA, évidemment, il faut créer des infrastructures, il faut construire des hôtels, il faut construire des villas, il y a les rois qui viennent, il y a les présidents de la République des différentes nations qui viennent avec leur gouvernement ou une partie, enfin bref, ça fait beaucoup de monde et il faut loger tout ça, donc il faut créer des infrastructures un peu semblables à ce que nous avons créé en France pour les Jeux Olympiques. Mais enfin, je crois qu'il partait encore de plus loin, j'imagine. C'était en 1977. Et donc, il est allé pour voir ce Sheraton, pour voir si ça avançait bien, il fallait que les travaux soient terminés en gros 2 mois plus tard. Et juste avant de partir, il est appelé, il a un rendez-vous avec quelqu'un du ministère des Affaires étrangères en France, un certain monsieur Peretti, qui lui dit: voilà, nous savons que vous allez, dans une semaine, je crois à peu près, vous partez, vous allez à Libreville, voilà, vous allez être chargé d'une petite commission, un truc banal. Ah bon, très bien, bon. Et on dit voilà, ne vous inquiétez pas comment, vous allez recevoir une mallette qui ressemblera d'ailleurs étrangement à la vôtre. Vous avez une DLC, n'est-ce pas, monsieur Letellier, vous avez cela? Oui, effectivement, j'ai ça, oui. Une valise de la marque il connaissait la marque de la mallette de Letellier, c'est quand même assez étonnant, enfin bref. Il dit d'accord, oui, d'accord, puis vous vous occupez de rien, on vous emmènera, vous n'aurez juste qu'à déposer la mallette. Alors pourquoi Thierry Letellier déjà accepte cette mission un peu obscure? C'était obscur, absolument, il était très étonné. Il se demandait pourquoi, il dit mais pourquoi, voilà. Alors ce monsieur lui dit mais écoutez, parce qu'on vous connaît, on sait quand même qui vous êtes, on sait que vous appartenez au Front National de Jean-Marie Le Pen, on sait que vous êtes un homme de parole, on sait que vous êtes un homme droit, on sait qu'on peut avoir confiance en vous juste pour une toute petite mission comme ça, que vous n'allez pas aller déblatérer tout ce qui va vous arriver. Alors donc, ça, dans les années 70, appartenir au Front National, ça plaisait au ministère des Affaires étrangères français. Ah oui, tout à fait. Enfin, dans le cadre, peut-être pas dans le cadre de la vie politique française, mais dans le cadre de missions affaires à l'étranger, et plus particulièrement dans les pays d'Afrique occidentale, oui. Ça, alors, je peux vous garantir que oui. Appartenir au Front National, ça plaît aussi, par exemple, aux administrations africaines. Oh, les administrations, je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin, tout ce qui est administration politisée, si vous voulez, dès l'instant qu'il y a un ministre, qu'il y a un sous-secrétaire d'État, sûrement. Maintenant, la population, j'en sais fiche trop rien. Mais c'est vrai que le fait d'appartenir au Front National, et d'ailleurs, il faut bien dire aussi que Jean-Marie Le Pen était connu de ces responsables africains. Il était connu notamment, il connaissait d'ailleurs très bien Omar Bongo. Il l'avait rencontré personnellement.
Et oui, et donc ils se connaissaient. Il était arrivé d'en parler des fois dans quelques réunions où j'ai pu rencontrer Thierry, où il parlait effectivement de ses rencontres avec Bongo, que t'es un bon gars, etc. Et donc il a accepté de faire ça parce que, disons que Thierry, ça l'amusait, quoi. Voilà, ça l'amusait. Il disait, après tout, pourquoi pas, un peu stressé au début, mais enfin. Puis déjà, quand on lui a dit qu'il savait tout à peu près sur lui, évidemment, il était un peu surpris. Mais bon, il en a vu d'autres. Et en rentrant à son bureau, il a été voir son grand patron, M. Nadal, et puis il lui dit, donc quand même, comment ça se fait? Il dit, oh, écoutez, le télé, ne me cassez pas la tête, vous avez juste une mallette à prendre et puis à la rapporter là-bas. Vous allez voir, vous connaissez l'Afrique? Ah non, j'ai jamais mis les pieds. Ah ben, ça va vous plaire, vous allez voir, vous allez être content là-bas. Mais ne vous y plaisez pas au point d'y rester, hein, quand même, faut pas exagérer. Non, vous inquiétez pas. Bref, et donc c'est comme ça que Thierry est parti prendre l'avion à Roissy, avec sa propre mallette et avec une seconde mallette qui lui a été remise dans le carré VIP. On lui avait donné le papier pour rentrer à l'aéroport, à l'aéroport de Roissy. Oui, il attendait benoîtement et on lui avait dit qu'il pouvait prendre tous les cafés qu'il voulait. Et donc il se retrouve avec 2 valises. Et puis tout d'un coup, il y a un gars qui vient habillé en pilote ou en quelque chose comme ça de la TWA. Il avait le badge TWA, la casquette avec un accent américain à couper au couteau, et qui lui a dit, voilà, vous êtes monsieur Letellier, oui, bon, puis le gars, il pose ça à côté de lui, et puis il dit, je vous souhaite bon voyage, je s'en va. Et voilà le Letellier avec ses 2 mallettes, effectivement, qui étaient jumelles, qui se ressemblaient vraiment, sauf une qui avait 3 molettes, là, vous savez, pour le code, puis l'autre qui en avait 4. Donc c'était le moyen. Avec les initiales OB dessus. C'est ça. Marbongo. C'est ça, les initiales OB dessus. Voilà, il ne pouvait pas se tromper quand même, parce qu'il ne fallait pas se tromper au dernier moment. Et donc le voyage s'est passé tout à fait normalement, et puis lorsqu'il est arrivé à Libreville, il a été pris en charge tout de suite, dès la descente de l'avion. Emmené au palais présidentiel. Tout de suite, emmené par 2 bonhommes qui l'ont mis dans une voiture officielle, qui l'ont amené toute sirène hurlante au palais présidentiel, où il a découvert tout d'un coup ce grand bâtiment qui était tout neuf, d'ailleurs que Bongo venait de terminer, parce que pour les prochaines OUA, il voulait bien sûr avoir un beau palais quand même. Et puis on avait emmené donc Thierry par le derrière du grand bâtiment pour le faire rentrer par une petite porte, bon, etc. Et alors on l'emmène, on le fait on lui montait au premier étage, une grande moquette, enfin le truc chouette, et on lui dit de sonner tout simplement à une porte. Bon, il sonne une porte, ça déclenche, il rentre dans une pièce plus ou moins allumée, et il voit au loin à 4-5 mètres, il voit un grand bureau avec un petit monsieur assis derrière avec sa moustache, etc. Voilà. Et il découvre, il se dit tout de suite que c'est Bongo, quoi. Il est pas fou, hein. Il découvrait pas cette image. Il savait bien la tête qu'il avait, ce bonhomme. Et asseyez-vous, bon, il s'assoit, etc. Puis alors, juste quelques mots de bienvenue. Vous avez fait bon voyage, c'est pas trop chaud, nanana. Bon, puis c'est tout. Est-ce que vous savez comment ça va le chantier? Je compte sur vous, patati patata, voilà. Et puis je vous souhaite un bon séjour parmi nous. Et puis voilà, monsieur Letellier, au revoir. Pouf. Ouais. Et puis il laisse la DLC OB sans se tromper. Signaler OB derrière lui. Voilà, quoi, ouais. C'est ça, sans se tromper de mallette. Hein. Et alors après cette histoire, donc et puis après il s'en va, et puis il se dit que c'est terminé, quoi. Le Thierry Letellier, on va lui proposer une deuxième mission qui va accepter. Cette mission, ça va être de se mettre à la recherche d'un des plus grands mercenaires français, qui n'est autre que Bob Denard. C'est ça. Alors, et là, Jean-Marie Le Pen va à nouveau jouer un rôle dans cette histoire, parce que Thierry Letellier va lui dire, mais comment est-ce que je vais chercher Bob Denard en Afrique? Est-ce que tu as des tuyaux à me donner? C'est ça. En gros, c'est ça. Mais parce qu'évidemment, lorsqu'il lui a dit, lorsque le correspondant de la société Trindel dans laquelle il travaillait, qui était basé à Libreville, lui dit, écoute, mon vieux, tu as un rendez-vous demain après-midi, je crois, avec quelqu'un au ministère de l'Intérieur. Alors, tu vas y aller. Mais c'est une mission qu'ils vont te donner. Mais tu n'es pas obligé d'accepter. Tu peux très bien dire non. Bon, alors il avait de la curiosité, évidemment, donc il a essayé de savoir de quoi il était question, mais le correspondant qui s'appelait M. Vion n'en savait pas guère plus. Et il a simplement lui a dit, écoute, à l'issue de cet entretien, si tu veux pas le faire, tu le fais pas, et puis c'est tout. Voilà, tu n'es pas obligé, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui pourrait rendre service à la France, rendre service quand même. Tu es dans un parti qui nationaliste, qui défend des valeurs dans ce cadre-là, et puis quand même,
une aventure valorisante pour toi. Oui, évidemment. Alors dire ça à un gosse de 30 ans, vous imaginez un peu que ça l'a flatté sans doute. Donc lorsqu'il est allé au ministère, effectivement, on lui a donné comme mission d'essayer de retrouver Bob Denard qui devait être quelque part au Congo. Alors soit au Congo, le Congo-Brazzaville que nous connaissons, soit le Congo-Kinshasa de l'autre côté qui s'appelait maintenant le Zaïre à l'époque. Alors Bob Denard, il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas que c'était l'homme qui organisait des coups d'État en Afrique pour les intérêts de la France. Oui, pour les intérêts de la France ou de pays amis. Ouais. C'est-à-dire que c'est un mercenaire. C'est un mercenaire, mais pratiquement à ses propres croûtes, si vous voulez. C'était le Prigogine français de l'époque. Ah bah tiens, c'est pas mal comme comparaison, c'est un peu ça, c'est ça. Et donc, il était, à chaque fois qu'il y avait un coup foireux qui était fait quelque part, ou un coup énorme qui était fait quelque part en Afrique de l'Ouest, vous pouviez être certain que Bob Denard était derrière. Il y a eu un coup d'État foiré d'ailleurs dans les mêmes années à Cotonou, au Bénin, et c'est lui qui était à l'origine, qui avait emmené ses mecs et qui devait faire un coup d'État pour renverser le président. Ça a foiré, c'est lui qui a foiré, qui a mal géré son affaire, et il s'est réfugié au Maroc, un peu partout pour fuir, enfin ça. Mais Bob Denard, c'est ça. C'est un type qui n'a ni foi ni loi, c'est un type qui est prêt à faire passer sa mère sous l'autobus pour toucher la prime d'assurance. C'est un type qui veut faire et qui veut éclater, s'éclater et faire éclater. C'est un matérialiste, quoi. Il courait après l'argent tout le temps. Tout à fait. Et d'ailleurs, il était ruiné. Il passait des années à être ruiné, des années où il était au contraire beaucoup plus riche. Il achetait un bateau pour faire des trucs, des trafics invraisemblables d'armes entre les pays. Enfin, Bob Denard, c'est Bob Denard. C'est une sorte de flibustier, quoi. C'est un flibustier. Ouais. C'est un type extraordinaire, mais qui a vécu comme il l'a entendu. Et c'est vrai, donc, le problème du Gabon, c'était effectivement de savoir où il était, parce qu'il y avait cette réunion de l'OUA. L'OUA, c'est quand même vachement quelque chose d'important, vous vous rendez compte ? Toute l'Afrique africaine. Vous vous rendez compte, toute l'Afrique est là. Et tous ceux qui veulent venir viennent, du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud, en passant par la Libye, tout ce que vous voyez, ils sont tous là. Et alors, lorsqu'il s'est agi d'aller le chercher, il disait oui, je veux bien aller le chercher, mais où ? Alors il dit écoutez, je sais pas, mais tout ce qu'il faut qu'on sache, c'est surtout qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Voilà. Est-ce qu'il a derrière la tête de faire encore un coup dur sur l'OUA ou pas du tout ? Est-ce qu'il s'en moque complètement ? Parce qu'il y avait bien d'autres problèmes à ce moment-là. Entre autres, le voisin, le Congo, le président du Congo venait d'être assassiné. Pas de chance. Mais c'est vrai, tout ce que je vous raconte, c'est pas sorti de mon imagination. Ce sont des faits réels. Et il venait d'être assassiné. Alors tout de suite, Bob Denard. Hop, ça doit être lui. Alors qu'en vérité, c'était pas lui. Mais enfin, il en avait peur. C'est normal. Où est-ce qu'il est parti ? On sait pas. Ah, il est parti faire une connerie au Bénin. Merde, il est revenu. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est au Maroc, chez Hassan II. C'était Hassan II, le roi à cette époque-là. Et on l'allait chercher. Non, il était plus là. Il était reparti ailleurs. Ah, ben le voilà au Zaïre. C'est son copain Mobutu. Et Mobutu est un copain qui le protégeait, qui lui donnait de l'argent. Enfin, c'était un type. Le Zaïre, c'est l'ancien nom de la République démocratique du Congo. C'est ça, voilà. c'est ça. Et avant, c'était le Congo belge. Et donc, il était là, mais il fallait-il encore savoir qu'il était là. Et puis surtout, savoir où il était, c'est une chose, mais surtout savoir qu'est-ce qu'il avait derrière la tête. Est-ce qu'il avait l'intention de faire ça ? Mais toute cette partie de l'Afrique était sous tension, était en ébullition. Il y avait des guerres qui étaient larvées ou même parfois réelles entre l'Angola et le Zaïre. C'était explosif. Et alors il y avait un Français qui gérait un peu toutes ces histoires d'États africains pour le compte de l'État, c'était Jacques Foccart, l'homme de la France-Afrique. Jacques Foccart. Vous en parlez dans votre ouvrage. Jacques Foccart. Qui peut parler de France-Afrique sans parler de Jacques Foccart ? C'était l'homme de toutes les situations et de tous les présidents d'ailleurs, depuis le général de Gaulle. Et à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, c'est lui qui organisait les élections dans les pays, surtout des pays de l'ancienne OF. De l'ancienne c'était très démocratique, Afrique. tout ça. Ah oui, le général de Gaulle, vous savez, la démocratie, c'était quelque chose d'assez approximatif. Et donc, surtout pour ce qui concernait les opérations extérieures. Bon, donc il fallait destituer un président parce que ça plaisait pas. Donc Foccart, il était encore en activité sous Giscard.
Ah oui, enfin oui, jusqu'à Giscard, il a même été encore en activité sous Chirac, c'est pour vous dire. Ah oui. Les derniers conseils qu'il a donnés, c'était sous Chirac, et le pauvre, il était tellement vieux, il marchait dans une petite voiture, c'était un peu pathétique, mais Chirac lui demandait de lui avoir donné un coup de main. Pour quelle raison, là, j'en sais rien du tout, mais certainement qu'il a dû lui donner des conseils quand même, du moins l'imaginais-je. Voilà, donc Foccart, c'était vraiment la cheville ouvrière de l'AOF. Nouvelle génération, si vous voulez. Et il organisait les élections, il organisait les partis politiques de telle manière à ce qu'ils gagnent les élections pour que les flux d'argent entre pétrole et pays occidentaux et États-Unis fonctionnent. Vous voyez à peu près le type de rendez-vous. Donc il a été amené à aller au Congo. Et les frontières étaient fermées entre le Congo et puis le Zaïre. Les frontières étaient fermées, on ne pouvait pas. Donc les Gabonais ne pouvaient pas y aller. Il fallait que ce soit quelqu'un d'étranger. Et donc il a été... on lui a donné... Il est passé clandestinement parce qu'on lui a donné, Zaïre en passant un fleuve avec parce qu'on lui a donné un copain avec lui. Pirogue à moteur. Un peu ça. On lui a donné un copain qui est belge, qui s'appelait Gittens, qui travaillait également avec lui au Sheraton. Et ils ont été très étonnés de se retrouver. Mais enfin bref, ils se retrouvent. Et pourquoi belge? Mais parce qu'il fallait aller au Zaïre. Et que le Zaïre, c'est l'ancien Congo belge. Et que donc là-bas, il devait pouvoir trouver des informations. Il pouvait aller à l'ambassade, il pouvait faire ce qu'il voulait, il était belge. Et lui, Thierry, il pouvait pas, évidemment. Mais par contre, côté français, côté Congo, là, il pouvait. Et c'est là qu'il a rencontré un ministre du nom de Nzé, qui est... Peut-être que celui-là est encore vivant, c'est bien possible. Mais enfin, donc il est tellement vrai qu'il doit être encore de ce monde. Et qui, lui a expliqué tout ce qu'il savait, c'était le contact du ministère de l'Intérieur gabonais. Il leur a expliqué tout ce qu'il savait sur Bob Denard en leur disant que maintenant il fallait qu'il passe de l'autre côté et que de l'autre côté, c'était un peu à vos risques et périls, démerdez-vous comme vous pouvez, en gros. Donc ils sont allés bêtement à l'embarquement pour voir comment ça se passait. Et puis à l'embarquement, vous savez, ça se passe toujours très bien en Afrique. Hein. Il y a toujours des gars qui sont là et qui disent le blanc, le patron, tu veux passer au Zaïre? Alors le mec il dit on a des papiers, on a les passeports, etc. Alors l'autre dit dis donc, Germain, les deux blancs là, ils ont des passeports. Ils veulent passer. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Alors ils se sont retrouvés tous les deux autour d'un coca et puis finalement ils ont organisé leur passage clandestin parce qu'il y a 4 km à faire quand même. Le fleuve Congo, c'est énorme. Alors ne racontez pas tout, Gilbert Cotinet. Non, il ne faut pas tout raconter, c'est vrai. Finalement, si vous m'embarquez, vous n'allez jamais finalement retrouver ce Bob Denard. Non, en vérité non, il ne l'aura jamais retrouvé, mais il aura retrouvé des gens qui connaissaient. Ouais. L'homme qui a vu l'ours. Ouais. Et il rencontre surtout presque à la frontière angolaise, à Boma, et à Matidi et à Boma, dans la dernière ville qui existe, il rencontre là un ancien parachutiste de l'OAS qui appartenait au commando Delta. Et c'était pas les amuseurs, ceux-là, qui étaient là en tant que mercenaires privés aidant l'armée française, monsieur. En Algérie. Oui, et donc il avait été en Algérie faire les commandos Delta et participer à tous les coups de l'OAS. Hein, et il était là maintenant en poste. Et c'est lui qui a dit à Thierry, il lui a raconté plein d'histoires sur l'attentat du Petit Clamart, et entre autres que certains, tous avaient été mis en prison bien sûr, mais depuis l'amnistie de 68, ils étaient essaimés un peu partout dans le monde. Et il y en avait un notamment qui s'appelle Georges Vatin. Que Thierry Le Tellier va rencontrer au Paraguay. Voilà, c'est ça. Parce qu'il s'était échappé dans ce pays. Voilà, il était réfugié là-bas. Thierry Le Tellier a été envoyé au Paraguay pour équiper le palais du président Alfredo Stroessner, donc dictateur entre guillemets. Oui, encore un homme sympathique. Paraguay à l'époque, et donc les services secrets français vont le charger, ce Thierry Le Tellier, de placer des micros un peu partout dans le palais présidentiel, et il va rencontrer ce Georges Vatin qui avait organisé et qui avait tiré, qui était l'homme qui avait tiré sur le général de Gaulle. C'était en août 62. Absolument. Donc ce Georges Vatin, qui était ce monsieur? Ah, Georges Vatin, c'est un personnage.
un personnage tout à fait étonnant. C'est un homme qui claudiquait, parce qu'on l'appelait Vatin la boiteuse, et il avait une jambe qui marchait mal. Je crois que c'était un truc de naissance qu'il avait, je crois. Et il s'était fait la promesse, quand De Gaulle a trahi tout le monde pour faire l'Algérie algérienne, mais trahi de chez trahi, hein, c'est comme il faut, mais les hommes d'honneur n'ont pas apprécié. Voilà, c'est comme ça, il y en avait, hein, pas le général de Gaulle, mais les autres, il y en avait des hommes d'honneur. D'ailleurs, vous dites que Valéry Giscard d'Estaing appartenait à l'OAS. Et l'OAS, c'était donc cette organisation armée secrète qui militait en faveur de l'Algérie française. C'est ça, et en tout cas qui refusait catégoriquement que ce département français devienne indépendant. Voilà, ouais. Complètement. Il refusait. Donc l'OAS, c'est quelque chose que tout le monde a connu, bien sûr, à l'époque, pas vous. Mais moi, oui, parce que j'étais enfant encore, je m'en souviens très bien, vous savez. Et c'était une période difficile quand même. Et les personnages... Oui, il y avait du terrorisme à Paris, les gens se faisaient dessouder dans la rue. Oui, c'est ça. Et c'était donc le capitaine Pierre Sergent qui dirigeait l'OAS Métropole, qui lui a réussi à s'enfuir un peu partout. Il n'a jamais été pris. C'est assez formidable. Et que j'ai connu, lui aussi d'ailleurs, moi personnellement. Par contre, là, Thierry, je ne sais pas, mais moi personnellement, je l'ai connu très bien, Pierre Sergent, puisqu'il était aussi membre du Front National avec Jean-Marie. Et donc, il a été emmené, effectivement, mais je suis trop long, peut-être, là, je vous embête, non ? Non, revenons à Georges Vatin. Oui, c'est ça. Et donc, il a réussi, par ses propres recherches, lui, là, c'était lui-même qui a voulu absolument rencontrer Vatin. Il s'est dit, s'il est au Paraguay, il ne doit pas être loin d'Asunción. Et donc, à Asunción, il s'est débrouillé pour aller voir quelqu'un au consulat, pour voir s'il y avait une trace de ce mec-là, et comment il était arrivé ici. Il a réussi à le rencontrer, il a réussi à le voir, il a déjeuné avec lui. Et Vatin lui a raconté tout ce qui s'était passé pour le petit Clamart, et en disant, voilà, j'ai tiré sur le général de Gaulle, oui. Et aujourd'hui, enfin, je vous dis pas tout, parce que là, il faut lire le livre quand même, il avait la possibilité de rester tranquillement au Paraguay grâce à l'État français, et grâce notamment à Giscard d'Estaing. Il disait le plus grand bien de Giscard d'Estaing, en disant quand même, Giscard, c'est un type, on peut en penser ce qu'on en veut, mais il est loyal et il est droit, ce gars-là. Oui, parce que alors, on sait que VGE disait que Vatin doivent rester au Paraguay pour se taire sur l'attentat, et puis qu'il recevait même une pension de l'État français pour être bien tranquille et se taire. C'est ça. Et alors, Gilbert Cottinet, vous finissez votre ouvrage, et on en finira également là avec nos amis téléspectateurs sur la dernière partie de votre livre. C'est donc la vie de conseiller régional de Thierry Letellier en Île-de-France, où il est élu sur la liste du Front National le 16 mars 86, et au cœur de ce chapitre, on accuse donc Jean-Pierre Stirbois, membre du Front National, d'être un agent du Mossad, les services secrets israéliens. En gros, c'est ça. Et il avait laissé, d'ailleurs, il était secrétaire général quand même du Front, c'était pas juste un adhérent, hein, Jean-Pierre. Et un bruit avait été lancé, comme quoi il s'appelait pas Stirbois, mais il s'appelait Stirbaum. Et qu'il avait mis Stirbois pour faire joli, mais qu'en vérité, non. Et qu'il était donc une pièce rapportée ou mise comme ça au sein du Front National. Bien sûr, il était furieux, ça va de soi. Et il avait chargé Thierry de trouver qui était à l'origine de ça. Voilà, il fallait qu'il sache qui. Voilà. Il lui avait dit, mais une fois que tu sauras qui, qu'est-ce que t'en feras ? Il dit, ça te regarde pas, je lui casserai les reins. Voilà. Mais trouve-moi qui c'est. Voilà. Lui, il pouvait pas y aller, évidemment. Son copain Colino pouvait pas y aller non plus, parce qu'ils étaient trop marqués, c'était pas possible. Donc il chargeait quelqu'un dont il avait confiance, qui était Thierry Letellier, pour lui dire « démerde-toi de trouver ça ». Et il a trouvé, il a avec des copains de loin en loin, comme ça, il a fini par trouver que c'était quelqu'un qui habitait dans le 13e arrondissement, dans une rue un peu connue de certains extrémistes de droite, extrémistes de droite, dirons-nous, qui effectivement lui avait lancé ce bruit, cette rumeur, pour essayer de détruire, de disqualifier le Front National. Mais enfin, c'était quand même des gens qui ouvraient des bouteilles de champagne le jour de la mort d'Hitler. Bon, faut quand même, faut le faire quand même. Voilà. Donc ça fait peur, mais ça existait.
Hein, ça existait, voilà. Et donc c'était ces gens-là qui avaient lancé ce genre de truc. Jean-Pierre en a fait ce qu'il a voulu après, bien sûr, mais bon, Thierry Letellier, peut-être que c'est là qu'il a eu le plus peur de toute sa vie, parce que rentrer dans une pièce qui ne devait pas être plus grande que celle-ci, avec que des gens avec comme disait Coluche, des mines patibulaires, mais presque, c'était chaud, hein, ça devait être chaud. Là, je pense qu'il il les a serrés, hein. Les miches, je suis sûr. Voilà. Et après, qu'est-ce que vous voulez, il a rencontré, dernière rencontre qu'il a faite, là, par ses propres initiatives, il a rencontré Georges Gorce, qui a été un homme qui a été 3 fois ministre du général de Gaulle avant d'être celui de Pompidou et plus tard de Giscard, et qui lui a confirmé que Giscard était bien quelqu'un qui appartenait, ou en tout cas sympathisait avec l'OAS, y compris en citant son numéro de matricule qu'il avait pour correspondre avec les responsables de l'OAS, son nom de code, oui, pour pouvoir correspondre au téléphone avec c'est absolument extraordinaire. Vous vous rendez compte, ce gars-là, Thierry? Et voilà un type pendant 10 années, il a fait des choses extraordinaires, il a découvert des choses extraordinaires, et c'est comme ça mais il voulait pas écrire, parce que c'est pas trop faire. Mais il avait tout noté sur des papiers, sur des carnets d'enfants ou d'écoliers. Et quand il est venu me voir pour me dire « Est-ce que tu peux faire un livre ?» J'ai pas dit non, bien sûr. J'ai dit « D'accord, je vais tenter de le faire. » Et c'est comme ça que je me trouve devant vous pour dévoiler cette histoire qui est vraiment... et qui n'est pas un roman, je le redis. Tout est réel. Tout ce que vous voulez, sauf un roman. Tout est raconté dans cet ouvrage qui se lit évidemment comme un roman, mais c'est un récit, le récit biographique de votre ami Thierry Letellier, espion malgré lui, la France-Afrique, l'attentat du Petit Clamart, le Front National à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup.